tous. Tout jeune, né dans un petit village de l'Aude, d'une famille aisée, j'ai été frappé par l'injustice sociale de mes petits camarades de classe, fils d'ouvriers agricoles, qui ne pouvaient pas toujours partager mes jeux d'enfants gâtés et qui me soupçonnaient fortement de manger du poulet le dimanche. Ce qui, à mon époque, ça fait un petit peu carbone 14, était le signe de l'opulence. Et cette révolte contre l'injustice, eh bien, elle a sillonné ma vie, elle est à l'origine de mes divers engagements. Des études de droit. Alors, des études de droit, pour être tout à fait franc, je les ai choisies parce que je fuyais la science, qui ne m'avait pas très bien accueilli, et ça rejoint ce que nous expliquait M. Jaillat. Il n'y avait pas à mon époque de médiateur scientifique, donc je suis largement resté étranger à la science. Les lettres, à ce moment-là, ça m'intéressait, mais ça menait à la carrière d'enseignant, et je n'y voyais pas là mon avenir. Donc j'ai choisi le droit. Mais vite, j'ai réalisé que ce choix était un bon choix, parce que j'avais lu pendant mes études, dont j'ai quand même travaillé pour avoir le baccalauréat, j'avais lu et retenu une phrase de Lacordaire: entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Et cette phrase-là, j'ai essayé de la conjuguer dans ma vie, en choisissant ensuite le métier d'avocat, un métier d'homme libre d'abord, et puis aussi un métier où on peut, avec l'arme du droit, aller au secours des plus faibles et des plus défavorisés. Et dans ce chemin, peu après mon accession à la profession d'avocat, j'ai contribué à créer le premier syndicat d'avocats en France, parce que jusque-là, c'était des associations. Et quand nous avons lancé cette initiative, c'était un gros mot, syndicat d'avocats, car syndicat, c'était lié essentiellement à la classe ouvrière. Et de voir des avocats qui faisaient partie de la bourgeoisie se liguer dans un syndicat, ça avait des accents révolutionnaires, et c'était mal entendu. Bien. Ce syndicat avait pour vocation non pas de défendre des intérêts corporatistes, mais de s'intéresser à la défense des femmes qui, dans ces temps-là, je parle des années 70, étaient traitées de manière discriminatoire, et il y a encore quelques séquelles de nos jours, la défense des mineurs, la défense des libertés, la défense des immigrés, la défense des mal logés. Et j'ai pu ainsi commencer à réaliser ce combat qui était né très tôt dans mon esprit, ce combat contre l'injustice. La deuxième voie que j'ai choisie à partir du métier d'avocat, ça a été, j'ai découvert, et ça ce n'est pas un hasard, début des années 1990, la naissance de la justice pénale internationale, celle qui s'intéresse aux plus grands crimes commis sur notre planète. Et j'ai pensé que face à cette justice-là, il fallait qu'il y ait aussi une organisation d'avocats qui viennent assurer la défense des accusés et des victimes dans les procès qui font suite aux grands crimes. Et notre expérience fondatrice, ça a été le Rwanda en 1994. On en a reparlé ces derniers jours. Le Rwanda, en 3 mois, près d'1 million de morts. Le génocide du Rwanda, les Tutsis choisis comme cible par les Hutus. Et après ce cataclysme, cet holocauste, nous avons imaginé, et ça a été la première expérience, aller sur le terrain pour assurer la défense des accusés, mais aussi la défense des victimes. Et les premières démarches que nous avons faites dans ce pays nous ont permis de comprendre qu'après de telles catastrophes, où tout avait été détruit, tous les tabous avaient été bafoués, violés. On avait massacré dans les églises, on avait détruit les usines. Dans les églises, on était allé jusqu'à couper la tête des Christ, car quelques fanatiques avaient décidé que le Christ était Tutsi. Les corps entassés dans les églises, rien n'avait été respecté, rien.
les églises, les mosquées, tout avait été violé. Et nous avons vu, à travers les discussions que nous avons eues avec les rescapés, avec les représentants de diverses organisations, que face à une telle situation, le premier fil du lien social qu'il fallait reconstituer, bien, il passait par la justice. La justice qui désigne les coupables, la justice qui punit les coupables, la justice qui permet d'entendre la voix des victimes, des rescapés, de leurs familles, et qui, là, retrouvent leur humanité face à des personnes qui avaient voulu la nier, la leur refuser. C'est l'expérience fondatrice d'Avocats sans frontières que nous avons ensuite perpétuée, développée à travers le monde, au Kosovo, au Cambodge, où nous défendons à l'heure actuelle les victimes du génocide khmer, là aussi, hein, près de 2 millions de morts dans un pays de 8 millions d'habitants, sur une période plus longue, en 3 ans et demi, mais là aussi une société dévastée. Et nous avons aussi assuré la défense de personnes dans des situations plus particulières. Je pense notamment à cette femme que nous étions allés défendre au Nigeria, Amina Lawal, qui avait été condamnée à mort pour adultère, qui était enceinte et à qui on reprochait simplement d'avoir eu des relations hors du mariage. Et nous nous sommes retrouvés devant des tribunaux charia avec l'obligation pour nous, en collaboration bien sûr avec des avocats locaux, mais avec l'obligation pour nous de comprendre ce qu'était la loi charia, la loi islamique, et avec l'obligation de faire preuve d'un certain relativisme par rapport aux principes qui nous animent, tout cela dans un souci d'efficacité pour soustraire cette femme-là à la mort, et nous y avons réussi. Plus récemment, nous avions défendu aussi les infirmières bulgares et médecins palestiniens qui avaient été accusés d'avoir transmis le virus du sida en Libye par le colonel Kadhafi, qui étaient des innocents, hein, de vrais innocents. Et là, j'attire votre attention, c'est qu'à l'horizon de l'injustice, souvent, coupables et innocents se confondent. Amina Lawal, aux yeux de certaines personnes, était vraiment une coupable et il fallait la punir, il fallait la lapider. Bon, ces infirmières bulgares et ce médecin palestinien, aux yeux de l'opinion publique libyenne, chauffée à blanc par le régime de M. Kadhafi, que nous avons reçu quelque temps après, avant de lui faire la guerre, eh bien, ces personnes-là, c'était des sorcières et des sorciers. Ils avaient volontairement transmis le virus du sida à des centaines d'enfants. C'était un montage, c'était un grossier montage que nous avons réussi à démonter, avec l'aide d'ailleurs de scientifiques, je pense au professeur Montagnier, co-découvreur du virus du sida, qui a fait une expertise qui a démontré que tout cela n'était que fadaise. Voilà ce que nous avons réalisé avec Avocats sans frontières. Et sur ce chemin d'Avocats sans frontières, qui continue aujourd'hui, je rappelez que j'étais à Haïti avant-hier, j'en reviens, nous essayons d'aider nos confrères et les Haïtiens à reconstruire, notamment à reconstruire l'état de droit. Eh bien, cette confrontation à ces grands crimes, à ces holocaustes, à ces génocides, nous a permis de constater que finalement, ces grands crimes partaient d'une négation des droits individuels. À un moment donné, on l'a connu aussi avec le génocide nazi, au nom de la race, au nom de la religion, au nom de l'ethnie, au nom de la classe sociale, au nom de la nation, eh bien, on allait faire passer les droits individuels après ces droits collectifs. Et ça, c'est le premier pas vers l'engrenage fatal qui mène systématiquement à ces catastrophes. Et l'idée m'est venue de créer l'école des droits de l'homme. C'est mon dernier enfant. L'école des droits de l'homme, pourquoi ? Parce que ces grands crimes commis parce qu'on ignore les droits fondamentaux, eh bien, m'ont amené à penser qu'il fallait aller vers les enfants d'abord, et nous commençons avec les enfants de 5 ans, pour leur permettre de réinventer les droits fondamentaux, pour se les approprier, et pour que demain, ils soient des citoyens qui respectent ces droits et aussi qui en soient les propagandistes. Alors, vous imaginez que ce ne sont pas... On a fait la médiation scientifique nous-mêmes, là, ce ne sont pas avec des cours et des discours que l'on s'adresse à des enfants de 5 ans, mais nous avons imaginé, avec l'aide notamment d'artistes, des musiciens, des origamistes, des potiers, toute une batterie d'outils pédagogiques
qui nous permettent d'aller vers les enfants, de les faire jouer, parce que c'est de leur âge, et ils appréhendent facilement ces concepts à leur manière, mais ils les appréhendent et ils se les approprient. Je me rappelle d'une de nos dernières expériences dans une école, un petit môme de 7 ou 8 ans qui nous disait, mais et l'école des droits de l'homme pour les parents, quand est-ce que vous la faites? Bon, alors c'est un projet parce que bon, ben ça, les adultes, il y a d'autres moyens de s'adresser à eux. Donc avec l'école des droits de l'homme, oui, nous essayons de faire en sorte que ces valeurs fondamentales, ces valeurs de liberté, ces valeurs de dignité soient intégrées dès le plus jeune âge. Avec, je le rappelle, l'article 1er de notre Déclaration des droits de l'homme de 1793, qui a été reprise dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Vous voyez qu'on n'a pas besoin toujours de réinventer, mais finalement, ces concepts, ces phrases, souvent, nous ont échappé. Et avec l'École des droits de l'homme, nous souhaitons aller justement, dès le plus jeune âge, mais ensuite aussi, on travaille avec des collégiens, des lycéens, et puis aussi avec des adultes, pour que nous puissions nous réapproprier ces valeurs, qui pour nous sont l'avenir de nos sociétés. Entre les marchés et les fanatismes, quelle référence pouvons-nous avoir pour demain? Alors tout cela, c'est de l'engagement, un engagement d'une vie, un engagement qui m'a apporté beaucoup de bonheur. Et je pense que, je me rappelle la phrase de Shakespeare, ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas commencé par le rêve. Alors, le rêve de ma vie, c'est la victoire de la justice contre les injustices en général. Et je vous invite à partager ce bonheur en vous engageant, comme tu l'as fait tout à l'heure, parce que s'engager, oui, c'est être heureux, et puis aussi, c'est permettre à d'autres aussi de l'être. Je vous remercie.